La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Si vous traînez sur les réseaux sociaux ou prêtez attention au contenu de divers médias, vous avez déjà entendu cette phrase. Alors déjà, pas de bol. La dopamine, c'est pas une hormone. Et à mes yeux, ces derniers temps, elle est utilisée dans tous les sens, à tort et à travers, pour justifier à peu près tout comportement qu'on considère addictif. On passe du temps sur Instagram, c'est une addiction à la dopamine. On enchaîne les épisodes d'une série sur Netflix, c'est que notre circuit dopaminergique est déréglé. On a des problèmes d'attention où on veut gagner en productivité, il faut faire une dopamine détox, entre guillemets. Bref, elle a bon dos cette dopamine. Et dans le contexte sportif, elle est régulièrement considérée comme étant la cause à un mot plus souvent imaginé que constaté, l'addiction au sport. Je dis plus souvent imaginé que constaté parce que si vous vous souvenez de la partie 1 sur ce sujet, l'épisode 249, on avait dit que l'addiction au sport, même en trail et en ultra trail, est loin d'être une réalité qu'on observe sur le terrain, et j'ai l'impression qu'il s'agit plus d'une conclusion hâtive basée sur le volume d'entraînement que les athlètes de ces sports pratiquent, qu'une vérité démontrée. Toujours sur la dopamine, j'ai même lu sur internet récemment que, je cite, elle était addictogène ou, je cite encore, elle avait un mode d'action comparable à la caféine. Moi ça m'embête parce qu'on n'est pas addict à la dopamine, mais au comportement qui libère de la dopamine, et c'est pas la même chose, et parce que la caféine c'est une molécule, pas un neurotransmetteur, qui désinhibe certains processus et non pas qui stimule la motivation, comme la dopamine. Et je pense pas jouer sur les mots là, mais plutôt soulever de vraies questions et de vrais problèmes dans les discussions qu'on peut trouver à différents endroits à propos de la dopamine. Du coup, j'ai le sentiment qu'il serait utile de mieux comprendre ce que c'est que la dopamine et son rôle qu'elle peut avoir dans l'addiction au sport et dans notre cerveau au sens plus large, pour cerner si, en trail et en ultra par exemple, on est effectivement à risque d'addiction à cause de cette vilaine dopamine qui surstimulerait le circuit de la récompense, ou s'il s'agit là encore d'un risque un peu trop fantasmé. Et pour ça, j'ai fait appel à Sébastien Carnicella, qui en plus de travailler sur les addictions au sens large et le rôle de la dopamine dans ces dernières, mène depuis quelques années des études spécifiquement sur les trailers, par exemple pendant l'UT4M. Vous savez, cet ultra-trail autour de la plus belle ville du monde. Donc je suis allé le rencontrer pour lui poser mes questions, et c'est cet échange que je vous propose ici, dans ce Scientific Day. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le seul podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et dans ce Scientific Day, on va parler addiction au trail. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast. Suunto, c'est du matériel de pointe pour vos aventures outdoor et vos entraînements au quotidien, et c'est les montres qui m'accompagnent depuis de nombreux mois pour préparer tous mes objectifs. Mais plutôt que de discuter comment préparer cela, ici, avec Suunto, on vous propose de mieux comprendre si votre pratique est saine ou addictive. Salut Sébastien, comment ça va ? Salut Cyril, ça va, merci. C'est plutôt moi qui te dis merci, cette fois au micro, parce que tu m'accueilles dans ton laboratoire, on est au GIN, tu vas le présenter certainement mieux que moi, qui est un laboratoire attaché à l'INSERM, et tu es directeur d'une équipe de recherche sur l'addiction de manière générale. Bon, ma présentation est certainement imparfaite, est-ce que tu peux la reprendre pour les auditeurs ? Oui, non, c'est très bien. Oui, je travaille à l'Institut des neurosciences de Grenoble, donc l'INSERM, Institut national pour la santé et la recherche médicale. Et on a un institut avec 12-13 équipes, et la mienne travaille justement sur les addictions, de l'addiction à l'alcool jusqu'aux addictions sans substance ou addictions comportementales, sur les processus neurobiologiques notamment. Donc je pense que les éditeurs ont compris le thème de l'épisode. Et à côté de ça, tu es également pratiquant de trail, si je dis pas de bêtises. Tu as une très belle gourde à l'effigie d'une des courses locales des plus connues, l'UT4M, l'Ultra Trail, l'Ultra Tour des 4 Massifs, sur lequel on s'est croisés il y a pas très longtemps parce que tu faisais quelques expérimentations. Tu peux nous en dire 2 mots avant qu'on rentre dans l'épisode ? Oui, donc je travaille en collaboration avec Clémence Ginoux, Stéphane Doutrelot et Clément Beau, qui sont au laboratoire Sens en STAPS sur la psychologie et la physiologie du sport. Et donc j'ai participé à une étude avec eux avec le labo UT4M pour essayer d'avoir certains corrélats biologiques de la motivation et des troubles de la motivation dans l'ultra-trail. Donc voilà, ils suivent des ultra-trailers, mais tu connais bien cette étude et ce labo pendant la course. Donc ça fait un laboratoire à ciel ouvert, et on a fait des prélèvements pour voir certains marqueurs biologiques dans le sang qui pouvaient être corrélés à la motivation ou au métabolisme. Voilà. Comme quoi on trouve des chercheurs en labo et sur le terrain également, parce que t'étais en plein au recrutement des dossards au moment où on s'est vu complètement, ce jour-là, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Je te propose qu'on rentre un petit peu dans les nombreuses questions que j'ai à te poser, parce que le sujet il est passionnant, et déjà rien qu'avec la première partie que j'ai réalisée, je trouve que j'ai pas pu
couvrir toute la littérature que j'aurais aimé couvrir. J'ai pris certaines études pour les bases. En fait, le domaine, il est super vaste et il y a plein de choses à raconter. Je te propose qu'on commence par une question que je pose toujours à mes auditeurs, à mes invités, pour poser un cadre. C'est quoi la définition pour toi de l'addiction ? Comment est-ce que tu définirais l'addiction au sport pour déjà qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose ? Alors moi déjà, j'aime bien revenir à l'étymologie des mots parce qu'elle est vraiment parlante. Donc addiction, ça vient du latin, addicere, de l'adjectif addictus, qui veut littéralement dire mettre en esclavage. C'était un terme qui était utilisé par les législateurs romains quand une personne ne pouvait pas payer une dette. Elle perdait sa citoyenneté et elle était attachée à une personne, littéralement. Donc elle perdait sa liberté, sa volonté. Et on pense que c'est un terme anglo-saxon. Et finalement, c'est un terme français qui est revenu au Moyen-Âge avec le même sens chez des personnes qui étaient débiteurs et qui ne pouvaient pas payer. Donc il y a vraiment cette question de perte de volonté. Voilà, si après on reprend la définition de l'addiction telle qu'elle est vue actuellement, c'est vraiment la continuation de comportements en dépit des conséquences négatives. On sait que ça va être mauvais pour nous, pour notre entourage, mais on est incapable de s'empêcher de le faire. Il y a un espèce de désir irrépressible, mais c'est pas quelque chose de positif. On est vraiment sur un désir qui est subi. On veut empêcher, on culpabilise, mais à un moment, la tension est trop forte et on va céder. Le parallèle numéro 1, quand tu dis ça, qui me vient en tête, c'est typiquement l'exemple du fumeur qui a très envie d'arrêter, qui sait que c'est très mauvais, mais qui n'arrive pas à s'empêcher. Et là, en fait, on va avoir les mêmes processus, mais non pas pour une substance, mais pour un comportement. Exactement. Et ce que l'on pense, c'est que une addiction pour une substance ou sans substance, c'est un petit peu la même chose. D'ailleurs, on n'aime pas forcément le terme d'addiction comportementale parce que même quand on a une addiction à une substance, finalement, c'est un trouble du comportement. Voilà. On est vraiment dans le cadre d'une maladie mentale. Hein. C'est une vraie pathologie. Et ce qu'on pourrait même se demander, ça me vient en tête pendant que tu donnes ta réponse, c'est on a une addiction à un comportement, mais le comportement déclenche, on va en reparler dans l'épisode, certaines substances. Est-ce que c'est au comportement qu'on est addict ou est-ce que c'est à la substance qui est sécrétée par le comportement ? Et donc au final, c'est une addiction comportementale comme une autre parce que c'est juste que c'est pas une substance qu'on consomme, c'est une substance qu'on sécrète. C'est une excellente question et c'est circulaire et même certaines personnes pensent que dans les addictions aux drogues, on finit par être addict au comportement. Par exemple, dans la cigarette, souvent, c'est le geste qui va être plus important que fumer finalement au bout d'un moment. Donc voilà. Et du coup, alors tu l'as un peu répondu, mais est-ce que le terme addiction au sport, il est approprié, il est correct pour toi ? Alors, c'est encore débattu comme la plupart des addictions comportementales. Hein. La seule qui est acceptée dans les manuels diagnostiques actuellement, c'est le jeu pathologique ou aussi gaming disorder. Mais par contre, il suffit d'interroger n'importe quel clinicien qui travaille sur les addictions en France pour dire que pour lui, les addictions comportementales existent et que les addictions au sport existent. Ouais. Du coup, là aussi, tu l'as un peu répondu, mais c'est quelque chose que je voudrais vraiment, sur lequel je voudrais vraiment revenir avec toi, parce qu'on l'entend souvent, je l'ai déjà vu même dans des commentaires sur des vidéos, je préfère être accro au sport que boire de l'alcool ou que fumer, avec l'idée que comme c'est un comportement qui est valorisé ou bon pour la santé, le sport, c'est mieux d'être addict au sport que addict à une substance comme le tabac ou l'alcool. Est-ce qu'une addiction, elle peut être saine, elle peut être positive, ok, ou est-ce que non, du moment que c'est une addiction, c'est pas bon ? Oui, alors non, une addiction, on entendait il y a quelques années le terme d'addiction positive, on l'entend encore. Non, quand on est dans l'addiction, par définition, c'est négatif, c'est qu'on a basculé dans une motivation qui est négative et on va plus faire l'activité pour une recherche de plaisir, on va faire l'activité pour soulager un mal-être. Soit qu'on avait déjà de façon endogène, soit qui a été créé par l'activité à force de la faire, de rentrer dans des comportements un petit peu déviants ou excessifs. On ne sait pas trop encore exactement comment ça fonctionne. Donc c'est quelque chose de négatif. Donc l'addiction au sport, elle va être associée à une souffrance, à une détresse psychique importante. Voilà, j'interagis pas mal avec des préparateurs mentaux, des gens qui sont dans le domaine, et ce qu'ils me décrivent de certaines personnes, c'est une réelle détresse. Après, évidemment, si on doit choisir entre deux mots, l'alcool et la cigarette, c'est quand même les deux principales causes de mort évitables en France. Hein, voilà, donc je pense que si on doit choisir, en effet, autant choisir une addiction au sport, mais faut pas s'en servir d'excuses. Ça reste quelque chose de mauvais, faut pas être dans le déni, et c'est associé à une véritable souffrance psychologique qui va demander un accompagnement et une thérapie.
et a des conséquences négatives. On pense en termes de blessures, mais en fait, il y en aura plein d'autres. Si on reprend les épisodes que j'avais réalisés l'an dernier sur le surentraînement, etc., sur le déficit énergétique qui va peut-être être largement facilité s'il y a une addiction au sport, en fait, on voit qu'il y a des conséquences sur la santé osseuse, sur la santé hormonale, etc. Complètement. Et justement, je participe à l'écriture d'un ouvrage avec Éric Lacroix et Magnon d'Auvergne que tu avais eu justement sur le REDS. Et l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on va courir, ou d'autres sports en ultra-endurance, quel est l'objectif, les mécanismes neurobiologiques qui sont sous-jacents à ça, et ce qui peut amener à l'addiction, et parler du REDS entre autres comme une des conséquences qui est importante. Dire oui, il y a des conséquences. Voilà. Dans la littérature, il y a quelque chose qui m'a sauté un peu aux yeux dans la partie 1 et sur lequel je voulais revenir avec toi, c'est le fait que la prévalence, combien de personnes sont addictes, elle semble drastiquement différente, mais vraiment presque des fois 4 ou 5 fois plus, en fonction de l'outil qu'on a utilisé. Donc il y en avait 2 principalement utilisés, l'Exercise Addiction Inventory et l'Exercise Dependence Scale. D'ailleurs, j'avais prévu de te poser une question, je te proposerai de compléter. On n'a pas fait la distinction entre addiction et dépendance, mais si tu veux, tu pourras le faire. Moi, la question que je me posais, si tu veux d'abord faire cette distinction, c'est aussi après, pourquoi est-ce qu'il y a une telle disparité? Est-ce qu'il y en a un où on doit faire confiance? Est-ce qu'il y en a un qui est plus utilisé avant qu'il y ait des problèmes en prévention, l'autre quand il y a vraiment des problèmes? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur tout ça? D'accord. Alors, est-ce que tu veux que je te réponde à si tu veux, sur la différence dépendance-addiction qui peut être un début de réponse aussi, quelque part aussi? Ouais, ça me va. Alors, il y a une grosse confusion dans les termes et ça vient notamment des choix de l'école de psychologie et de psychiatrie nord-américaine lors de l'établissement du diagnostic du DSM-4 déjà, qui a préféré utiliser le terme de dépendance plutôt qu'addiction parce qu'il trouvait que le terme addiction était connoté de façon négative et un petit peu trop forte. Sauf que du coup, ils n'ont pas appelé un chat. Et la dépendance, c'est quelque chose de physiologique, même si on peut parler de dépendance psychique, mais c'est lié à la tolérance. C'est-à-dire qu'on prend une substance, à force de la prendre, on va devoir prendre plus pour avoir exactement le même effet. Et le syndrome de sevrage, de manque, qui fait que du coup, sans la substance, on a du mal à fonctionner. Mais ça, c'est valable en dehors des substances d'abus. On parlait du café en arrivant. Moi, je suis dépendant au café un petit peu et je serai jamais addict au café. C'est-à-dire que si j'ai pas de café le matin, je peux avoir un petit peu mal à la tête, je vais avoir du mal à me réveiller. Ça va m'aider à un petit peu mieux fonctionner. Maintenant, je vais pas aller chercher un dealer, je vais pas dépenser tout mon argent pour du café, je vais pas avoir ce qu'on appelle le craving, un désir irrépressible, compulsif pour le café. Et si je dois me passer de café, peut-être que pendant 2 jours le matin, ça va être un petit peu difficile et très vite, tout va bien se passer. Donc, il n'y a pas d'addiction au café, mais c'est quelque chose qu'on peut entendre. Parce qu'il faut distinguer un petit peu ces termes. Alors, il y a de la dépendance dans les addictions. Et le syndrome de sevrage est quelque chose d'important qu'il faut prendre en charge. La tolérance aussi en fonction des drogues. Dans le sport, on va avoir de la tolérance, mais finalement, l'entraînement, c'est quoi? C'est chercher la tolérance, c'est l'hormèse, c'est justement s'adapter, et à force de faire un exercice, on va plus avoir de courbatures, on va supporter les descentes, etc. Finalement, on a de la tolérance, donc on va avoir un phénomène de dépendance, c'est quelque chose de physiologique. Mais c'est pas suffisant pour définir une addiction. Dans l'addiction, il faut vraiment rajouter un critère de perte de contrôle. D'ailleurs, dans le DSM-4, il y avait en gros 2 critères de dépendance, tolérance et symptômes de manque. Et pour avoir un diagnostic donc de dépendance dans le sens addiction, il fallait au moins 3 critères. Donc ces 2 critères n'étaient pas suffisants pour définir finalement une addiction. Il fallait au moins un critère de perte de contrôle. Et du coup, c'est exactement il y a un point que tu viens de dire qui est super intéressant. Il y a une différence entre un désir, avoir envie d'un café, et que cette envie soit impérieuse, qu'on n'arrive pas à la contrôler. Exactement. Et que ça devienne... on va tout faire pour absolument avoir un café. Voilà. Ça va être la différence entre une addiction et peut-être des symptômes de dépendance. Et du coup, pour revenir sur ces 2 outils, donc qui donnent des prévalences très différentes entre celui qui est exercise addiction et exercise dépendance, pourquoi est-ce qu'il y a de tels delta de prévalence? Alors déjà parce que il y a des critères de dépendance qui sont mis peut-être plus en avant que certains critères de perte de contrôle, donc on peut coter très haut sur ces échelles-là, notamment le AI.
Et puis, quand on fait du sport, il y a une notion de volume, il y a une notion de consommation importante, d'engagement, et ça, très vite, ça va faire des points sur ces échelles, et voilà. Mais c'est quelque chose de normal. L'addiction, c'est pas juste surconsommer quelque chose. On va largement revenir là-dessus dans l'épisode, avec certainement la conclusion, vers la conclusion à laquelle on va aller. J'ai l'impression c'est il faut prendre autre chose que le temps passé dans une activité, qui est il y a que 5 items dans l'exercise addiction inventory, et il y en a un déjà qui est le temps passé à. Exactement. Ouais. Et si effectivement, dans le cadre par exemple d'un jeu d'argent, c'est bizarre de passer énormément de temps à faire des jeux d'argent, dans le cadre d'un entraînement sportif en endurance, c'est normal. Cet item, il est peut-être bizarre. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des échelles qui soient... J'avais pas pensé à cette question, mais je pense que c'est important. Est-ce qu'il existe des échelles qui sont aujourd'hui plus adaptées à l'addiction au sport spécifiquement ? Non, ce sont les 2 échelles principales à ma connaissance. Et puis aussi, une chose que j'ai pas précisée, ce sont des échelles qui sont utilisées pour la recherche, qui ont été bien calibrées et qui sont hyper intéressantes, mais qui sont pas des échelles qui ont été validées en termes diagnostiques. Alors la seconde échelle de dépendance au sport, elle est quand même intéressante parce qu'elle se base vraiment sur les critères du DSM et de la CIM, la classification internationale des maladies. Donc elle reprend quand même beaucoup de critères principaux des addictions. Ok. Est-ce que, du coup, avec malgré les imprécisions et les prévalences un petit peu différentes que ces 2 outils propose, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à avoir une idée de l'addiction au sport? À quel point est-ce que ce phénomène il existe vraiment, par exemple dans les sports d'endurance, dans d'autres sports? Est-ce qu'on a une idée de la prévalence qui semblerait raisonnable de croire? C'est difficile parce que, comme tu disais, les chiffres sont très vastes. Moi, t'as fait un super travail de recherche. Je pense que t'as déjà une idée assez précise et je pense qu'on est assez raccord dessus. Je pense, je vais quand même me lancer et prendre une sorte de risque. Je pense qu'elle tourne autour de 5% des sportifs. En tout cas, moins de 10%, c'est sûr. Si c'est au-dessus, c'est clairement surévalué. Mais je pense qu'elle existe et autour de 5%, ça correspond à peu près à ce qu'on a dans les populations. 5% des utilisateurs, hein, pas de la population globale. Hein, et ce qui correspond à peu près à ce qu'on a pour n'importe quelle addiction comportementale. Voilà, chez les consommateurs d'une activité, des passionnés, etc., on va vite tomber entre 1 et 10% qui ont des troubles de cet usage et qui pourraient s'apparenter clairement à de l'addiction. Ouais. Dans ta réponse, tu viens d'utiliser un terme, ce que j'ai vu passer dans la littérature, mais j'ai pas pris le temps dans la partie 1 de les définir, c'est la passion. Et en fait, dans la littérature, on voit des fois passer les termes de passion harmonieuse et de passion obsessionnelle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à quoi ces termes font référence et pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants dans le cadre de l'addiction ? Oui, alors c'est justement un concept qui intéresse énormément Clément Beau, dont on a parlé au départ, qui est central dans le sujet de sa thèse. Donc il en parlerait mieux que moi, mais j'ai quand même travaillé un petit peu dessus. Donc ça part du concept dualiste de passion de Valéran, qui a été notamment repris par Szabo, qui a énormément travaillé là-dessus dans l'addiction au sport, pour essayer de voir quels pouvaient être les éléments qui favorisaient le développement d'une addiction au sport, pourquoi certains individus sont vulnérables ou non. Et il oppose 2 types de passion, la passion harmonieuse et la passion obsessionnelle. Et en gros, à peu près tout est dit dans ces termes. La passion harmonieuse, c'est vraiment, on est engagé dans une activité qui nous plaît, mais elle va se faire en harmonie avec le reste de notre vie personnelle, notre vie de famille, notre vie professionnelle, avec une certaine forme de flexibilité. Alors que la passion obsessionnelle, elle est très rigide et on a un aspect beaucoup plus négatif. Il faut faire ça. Alors que dans la passion harmonieuse, c'est j'ai envie de faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le volume ne rentre pas en compte. On peut être engagé de la même façon dans l'activité en termes d'intérêt, de temps passé à la faire, mais la motivation sous-jacente, elle est très différente. Et il y a de plus en plus d'études qui montrent que la passion obsessionnelle, elle rend les individus vulnérables au développement d'une addiction au sport. Mais ce qui est un petit peu logique, puisque finalement, il y a déjà des critères presque d'addiction dans cette harmonie obsessionnelle. Donc Szabo propose même un continuum d'une activité récréative à une passion harmonieuse, puis une passion obsessionnelle,
et en dernier lieu, l'addiction. Ok, la passion obsessionnelle, c'est le dernier pas avant de peut-être basculer dans l'addiction. C'est un peu ça que propose Szabo. Exactement. Il y a un point qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu viens de dire, parce que là, on en parle un peu avec des continuums et des choses qui vont nous faire petit à petit basculer. Bon, alors déjà, tu as parlé du volume d'entraînement, que je trouve très intéressant. Dans toutes les études que j'ai citées dans la partie 1, ils montrent qu'il n'y a pas de corrélation spécifiquement entre le volume et l'addiction. C'est-à-dire qu'on peut être addict au sport avec 5 heures ou 10 heures par semaine. Complètement. Et pas du tout addict avec 30 heures d'entraînement par semaine. Donc ça, c'est quand même important. Et du coup, moi, ce que je voulais essayer de comprendre un peu plus avec toi et vers lequel on va aller dans la suite de l'épisode, c'est les facteurs de risque. En fait, qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient addict ? J'ai vu des choses autour de la personnalité, de l'utilisation du sport comme régulateur émotionnel, donc de comment est-ce que le sport est utilisé, et pas le sport lui-même, mais comment est-ce que l'individu utilise ce sport. Selon toi, c'est quoi un peu les facteurs de risque qui existent dans le fait de développer une addiction au sport ? On n'a pas de réponse claire encore. Comme pour les addictions aux drogues, d'ailleurs, c'est un gros champ d'action. La seule chose que l'on sait, c'est que des individus exposés à la même activité ou à la même substance vont avoir des trajectoires très différentes. Et on ne sait pas pourquoi. On a la même chose chez les animaux aussi. On travaille beaucoup sur l'addiction à l'alcool chez les rongeurs. Je ne sais pas si je peux en parler, mais voilà. Et même avec des individus d'une même souche de rats qui vont avoir une forte consommation d'alcool, on en a certains qui vont perdre le contrôle sur leur comportement, d'autres non. Et ça, on a encore peu d'éléments concrets pour expliquer pourquoi. On sait qu'il y a des facteurs génétiques, clairement. Il y a des facteurs environnementaux aussi. Et on a beaucoup d'éléments liés aux traits de personnalité. Donc, il y a sûrement un corrélat cérébral à ça, mais encore peu identifié. Clairement, on sait que les individus impulsifs ont plus de chances de développer des comportements compulsifs, c'est-à-dire continuer le comportement en dépit des conséquences négatives. Et on pense que, si on a une forte impulsivité, ça dénote déjà un problème dans nos contrôle inhibiteur sur nos comportements, on aurait déjà une fragilité. Donc, lorsqu'on rentre de façon un peu excessive dans une activité, on a plus de mal à garder le contrôle. Tout ce qui est anxiété, très dépressif, etc. Je veux dire, on aurait une base un petit peu fragile, et là, l'activité serait une sorte d'automédication. Voilà. Mais on n'a pas encore d'éléments concrets. Après, sur l'addiction au sport, oui, on a vu que tout ce qui était neuroticisme, tout ça, d'être déjà dans un état d'esprit un peu négatif pourrait être une voie d'entrée vers l'addiction. Mais à ma connaissance, c'est un petit peu voilà. Il faudra absolument que je fasse un épisode sur les traits de personnalité et le sport, parce que je ne l'ai jamais fait dans le podcast, alors que c'est quand même un des facteurs... Quand tu prends en cours de STAPS, c'est souvent dans plein d'universités, c'est quelque chose qui est abordé dès la licence 1, parce que c'est quand même très important pour comprendre les sports dans lesquels les individus s'engagent, etc. Et là, ce que tu viens de dire, j'essaie de le vulgariser, mais il y a un trait de personnalité qui s'appelle l'instabilité émotionnelle. C'est à quel point est-ce que nos émotions fluctuent fortement, à quel point est-ce qu'on a du mal des fois à les réguler. Et entre autres, parce qu'il y a des sous-aspects à ce trait de personnalité, et les personnes qui auraient ce trait de personnalité, ce seraient également des personnes qui développeraient plus facilement une addiction au sport. C'est ça que tu me disais. Oui, complètement. Je pense que vraiment se poser la question de pourquoi je rentre dans cette activité, pourquoi j'ai envie d'en faire plus, quelle est la motivation sous-jacente à ça, savoir si c'est une motivation qui est positive ou si c'est une forme d'échappatoire, dans quel état ça me met, c'est des questions importantes. Qu'est-ce qui se passe dans ma journée si je ne le fais pas ? C'est-à-dire que je veux absolument courir le matin, et qu'est-ce qui se passe si je ne cours pas le matin ? Est-ce que j'arrive à vivre ma journée à peu près normalement ? Et peut-être ça, c'est des bases de... C'est pas forcément grave d'être confronté au fait que, par exemple, ma journée va moins bien se passer, mais peut-être se poser des questions sur pourquoi et qu'est-ce que je peux réguler, peut-être autrement que par le sport. Après, là-dessus, si je peux rebondir, on peut revenir sur dépendance et addiction en étant un petit peu provocateur. On est tous dépendants au sport dans le sens activité physique. L'être humain est dépendant au sport comme on est dépendant à l'eau et à la nourriture. On dit faire du sport, c'est bon pour la santé. En fait, il faudrait qu'on prenne le problème en sens inverse. Parce que là, on parle de l'aspect négatif du sport, mais en fait, la grosse maladie un peu de notre siècle dans nos civilisations développées, c'est la sédentarité. Ça, c'est pathologique. Et oui, on est dépendant à l'activité physique. Voilà. Donc, c'est sûr que si on fait pas d'activité physique lorsqu'on en a l'habitude, on se sent moins bien. Ça veut pas forcément dire qu'on est non plus
addict parce que oui, ça va nous faire du bien psychologiquement. Par contre, si on peut vraiment pas s'en passer, si ça nous met vraiment dans un état de mal-être intense, là, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais ouais, il y a une notion un petit peu de degré à mettre dans l'impact que ça va avoir sur nous de pas réaliser l'activité. Ça me fait un peu sourire ce que tu dis, puisque des fois, ce qu'on entend, par exemple, dans le cadre du trail, mais je pense que dans d'autres sports, ils l'entendent également. Hein. Le cyclisme, c'est également des sports qui demandent beaucoup de volume, le triathlon également. C'est pas des personnes non pratiquantes, c'est est-ce que c'est pas beaucoup? T'en fais pas un peu trop ou est-ce que c'est pas beaucoup? On entend souvent. Et en fait, la question, moi, souvent, j'ai envie de dire, est-ce que par contre, être sédentaire 10 heures par jour, est-ce que ça, c'est pas beaucoup en fait? Est-ce que c'est pas ça en fait le problème? Et faire 1 heure de sport ou 2 heures par jour, est-ce que ça, c'est pas normal? Et comme tu le dis, on est comme des individus, des humains qui se sont développés autour de l'activité physique et du mouvement. Et aujourd'hui, on est décorrélés de ça dans la société. C'est ça. Donc le problème, il est plus de rester sédentaire. On n'arrête pas de le dire. Bouger, c'est important. Quand on bouge, on sécrète des facteurs neurotrophiques. On va peut-être revenir un petit peu dessus. Et voilà, ça réduit les risques de maladies mentales, d'Alzheimer, etc. Donc faire du sport en excès peut être un problème, mais faire du sport, c'est vraiment mieux que d'être sédentaire. Hein. Voilà. Et c'est exactement vers là où je voulais aller parce que là, on a parlé très largement d'addiction au sport, mais on n'est pas encore rentré dans vraiment ton domaine d'expertise spécifique à toi et qui est la raison pour laquelle on se retrouve. Tu m'as écrit en disant, je cite, qu'il y avait un besoin d'éclaircir des choses par rapport à la dopamine et les addictions parce qu'on lit pas mal de choses approximatives au mieux sur le sujet. Donc j'aimerais qu'on plonge un petit peu là-dedans parce que j'en ai pas du tout parlé dans la partie 1. Est-ce que tu peux commencer par nous parler de qu'est-ce que c'est que la dopamine, qui est quand même, je pense, le neurotransmetteur le plus brandi à tout va de manière générale dans les réseaux sociaux, etc., on va dire. C'est quoi la dopamine et c'est quoi son rôle dans l'endurance ou comment est-ce qu'elle est impliquée dans l'endurance? Alors, si je suis expert de quelque chose, c'est de la dopamine. Donc, on entend énormément de choses. On entend parler de dopamine détox, de dopamine un petit peu de partout. Alors, c'est vrai que la dopamine, c'est un neurotransmetteur. C'est dérivé d'un petit acide aminé. C'est une toute petite molécule. On ne va pas rentrer dans les détails. C'est pas important. Mais par contre, elle est centrale puisqu'elle va inonder l'ensemble du circuit de la récompense, qu'on appelle le circuit de la récompense, mais je préfère appeler le circuit de la motivation. Et en fait, pour faire simple, la dopamine, c'est le neurotransmetteur de la motivation en majuscule. Voilà, s'il y a une chose qui est impliquée dans la motivation, c'est la dopamine. Alors, il y a d'autres choses également, mais elle est vraiment centrale. C'est-à-dire que sans dopamine, on ne fait rien. De l'idée de vouloir faire quelque chose jusqu'à la réalisation motrice de l'action. La motivation, c'est l'ensemble des comportements dirigés vers un but, un objectif. Si on n'a pas de dopamine, on ne le fait pas. On ne peut pas faire d'efforts, on ne peut pas avoir l'idée, on ne peut pas avoir l'envie. Par contre, on associe souvent dopamine et plaisir, on entend souvent parler d'hormones du plaisir, ce qui est une double bêtise, puisque déjà la dopamine dans le cerveau, ce n'est pas une hormone, c'est un neurotransmetteur. Ça va agir vraiment au niveau des synapses. On a des tout petits groupes de neurones dopaminergiques. Le pourcentage de neurones dopaminergiques qu'on a dans le cerveau, c'est bien moins d'1%. Et pourtant, si on les perd, on ne peut plus rien faire. La maladie de Parkinson, c'est la perte des neurones dopaminergiques. Il y a eu des maladies importantes qui enlevaient tous les neurones dopaminergiques. On avait des personnes qui étaient catatoniques. Elles ne faisaient plus rien. Il y a un très bon film là-dessus qui s'appelle L'éveil, avec Robert De Niro, un vieux film, mais je l'invite parce que c'est assez frappant. Une chose juste pour compléter ta réponse, il me semble parce que j'avais fait quelques travaux sur la dépression, il y a également un dérèglement de la dopamine forte dans les cas de dépression avancée, non? Ou qui font que cet état catatonique, ça veut dire j'ai envie de rien. Exactement. Qui fait partie de la dépression. Et ça, c'est la dopamine, en fait. C'est vrai qu'on associe souvent dépression à sérotonine, ce qui est vrai, mais il y a aussi des troubles au niveau dopaminergique, noradrénergique, et en fait, la sérotonine, elle est surtout associée à l'état de tristesse et à la mélancolie, mais tout l'aspect d'énergie, de fatigue mentale, c'est associé principalement à une perte, d'un déficit en dopamine. Et souvent, on associe donc aussi dopamine à plaisir parce que évidemment, quand on n'a plus de dopamine, on a du mal à aller vers quelque chose. Donc, il y a eu un raccourci qui a été fait. Mais en fait, même sans dopamine, on est capable d'expérimenter le plaisir. Il y a énormément d'études qui ont été faites chez l'animal où on peut manipuler les circuits dopaminergiques, enlever virtuellement toute la dopamine du cerveau.
Et on voit des animaux qui n'ont plus de motivation, mais qui sont quand même toujours capables d'exprimer des comportements de plaisir. Et c'est la même chose chez l'homme, parce qu'on peut bloquer pharmacologiquement les circuits dopaminergiques. Et si on donne des cotations d'échelle neuropsychologique de plaisir et d'envie, l'envie diminue drastiquement. Mais par contre, le plaisir est toujours expérimenté. Donc il y a vraiment une dissociation entre désirer quelque chose et aimer quelque chose. Donc la dopamine, c'est le désir. Là, tu me parles bien de ce dont tu m'as parlé, de la dissociation de Dewey et Letton. C'est bien ça ce que tu dis, entre plaisir et motivation? Plaisir et motivation. Voilà, c'est deux chercheurs nord-américains qui ont énormément travaillé dessus chez l'homme. Voilà, et en modulant les circuits dopaminergiques chez l'homme, ont été capables de dissocier plaisir et motivation. Donc, juste pour être sûr d'avoir compris, motivation, j'ai des processus psychologiques, neurologiques qui m'amènent vers un comportement. Je vais le déclencher, le comportement, qui m'apporte du plaisir ou pas. Et plaisir, c'est encore autre chose. Et du coup, l'hormone, le neurotransmetteur ou l'hormone du plaisir, tu corrigeras le bon terme, c'est quoi? Alors, il y en a plusieurs, hein, bien sûr. On pense souvent aux endorphines, qui crée un état de bien-être, qui protège des processus un peu de douleur qu'on peut avoir à l'effort typiquement. Mais il y a aussi les endocannabinoïdes, et des études récentes ont même montré qu'ils étaient peut-être plus importants pour le plaisir ressenti, notamment à l'effort, que les endorphines. Il y a un laboratoire à Bordeaux qui travaille dessus, et notamment Francis Shaoloff qui travaille sur l'effort et les endocannabinoïdes, et des études super intéressantes. Et parfait. Puis tout ce qui est ocytocine aussi. Ouais, je pense qu'il peut être intéressant à inviter. Il fait des trucs super. Et l'ocytocine aussi. Hormone du bien-être, de l'attachement, il y a des choses hyper intéressantes. Et puis des neurotransmetteurs aussi au niveau du circuit de la récompense. Je pense au GABA et au glutamate. En fait, ce sont les deux neurotransmetteurs principaux du cerveau qui sont excitateurs et inhibiteurs. Donc ils sont de partout, hein. Mais on sait que le GABA, dans certaines structures du cerveau, dont une structure importante, allez, je vais le dire, le pallidum ventral, hein, c'est un terme un peu barbare, mais ça fera plaisir à un de mes collègues, est très très important pour le plaisir. Est-ce que tu peux, pour les autres personnes que ton collègue, nous vulgariser ce que c'est que le pallidum ventral? Oui, alors pardon, je sais pas ce que c'est, moi. Donc le circuit de la récompense, c'est vraiment un ensemble de structures. Avec ce qu'on appelle les structures limbiques, hein, c'est les structures de la mémoire des émotions. Donc ça peut être les émotions positives, les émotions négatives avec l'hippocampe, l'amygdale, tout ce qui est impliqué dans la cognition. Donc le cortex préfrontal qui va nous aider à prendre une décision. Est-ce que c'est pertinent de faire tel ou tel comportement? Est-ce que c'est adapté ou non? Et au centre de tout ça, au centre de notre cerveau, on a une structure qui s'appelle le striatum, qui prend énormément de place, qui remonte à très très longtemps. Et c'est lui qui reçoit le maximum de dopamine d'ailleurs, et il est à l'intersection de toutes les informations de notre cerveau, nos informations limbiques, émotionnelles, et les informations cognitives. Et lui, il va traiter l'ensemble des informations de l'idée de vouloir faire quelque chose jusqu'à sa réalisation motrice. Et d'ailleurs, dans la maladie de Parkinson, on perd la dopamine dans les parties motrices, notamment de ce striatum. Voilà. Et le ventral pallidum, c'est une toute petite partie qui est sous ce striatum et qui est spécialisée notamment dans le plaisir. Elle a aussi un rôle à jouer dans la motivation, mais on sait qu'elle est importante pour le plaisir. Est-ce que, du coup, si on revient un peu plus sur l'addiction à l'effort, est-ce que cette dopamine, pourquoi est-ce qu'elle est impliquée, en fait, dans l'addiction au sport, dans le développement de l'addiction au sport? Est-ce qu'elle ne l'est pas forcément? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? On ne sait pas. On ne sait pas, il y a encore très très peu d'études sur la neurobiologie des addictions au sport, sachant qu'il y a déjà encore une controverse pour savoir si l'addiction au sport, elle existe. Donc, tant que ça n'a pas été bien défini, c'est encore difficile d'aller étudier les processus sous-jacents. C'est des choses que, justement, c'est un de nos centres d'intérêt. C'est pour ça qu'on s'est mis à collaborer avec Clément Beau, Clément Ginoux et Stéphane. Voilà, mais pour le moment, il n'y a pas encore de preuves.
Après, oui, je mettrais ma main à couper que la dopamine est impliquée puisqu'elle est centrale dans les addictions. Et donc, si on part du principe que toutes les addictions reposent sur des mécanismes communs, il y a sûrement un dysfonctionnement des circuits dopaminergiques dans l'addiction au sport, sachant que forcément, quand on fait du sport, on recrute énormément ce circuit dopaminergique puisqu'il y a une notion d'effort et que l'effort passe par le recrutement de la dopamine. Il y a quelque chose que tu dis, je vais essayer de formuler ma pensée qui est peut-être pas ultra claire là de suite, mais je vais quand même essayer. Souvent, dans les addictions, on parle même de poursuite du comportement malgré une perte de plaisir. C'est-à-dire que les personnes ne prennent même plus le plaisir dans le comportement, mais elles sont toujours addictes et elles pratiquent toujours. Et je pense que là, est-ce que tu me rejoins dans l'idée que du coup, l'addiction au sport, c'est pas spécialement lié peut-être au plaisir qu'on pourrait avoir dans le sport, mais plus effectivement à la dopamine, à la motivation pour le sport, parce que le plaisir est pas forcément obligatoire dans le cadre d'une addiction. Et complètement, je pense même que on parlait de continuum tout à l'heure, mais à un moment, ce que je disais au début, l'addiction, c'est vraiment une maladie mentale. On est vraiment dans quelque chose de pathologique. Et nous, on se pose vraiment la question de quand est-ce qu'on va basculer d'un état normal à un état pathologique, parce que l'état pathologique, c'est pas juste un déplacement d'un état normal, c'est-à-dire d'un fonctionnement normal qui est poussé à l'excès. Notre cerveau, dans le cadre d'une addiction, il rentre dans un autre fonctionnement. Et typiquement, sur la dopamine, il y a plein de mécanismes différents. Mais lorsqu'on est dans une motivation normale, en fait, on voit que lorsqu'on est engagé dans une activité ou même dans une prise de drogue, de façon récréative, on a une augmentation des niveaux de dopamine, ce qui est quelque chose qui va signaler l'arrivée d'une activité plaisante. C'est pour ça qu'on a associé dopamine et plaisir, parce que ça va encoder l'intérêt d'une activité qui est intéressante pour nous. Et lorsqu'on rentre dans l'addiction, ce que l'on remarque, c'est que ce signal dopaminergique, en fait, il est moins important. Et voire en état de base, on a parce que notre cerveau il baigne dans un niveau de dopamine qui nous permet de fonctionner. C'est-à-dire s'il est trop bas, on est plus dépressif, plus anxieux. Ça va jouer sur notre personnalité. Et on voit que chez les personnes qui sont addictes, et ça a été vu en imagerie fonctionnelle, ça a été vu dans des tas de modèles aussi animaux, on voit qu'au niveau de ce fameux striatum, on a moins de dopamine en basal, et c'est comme si on allait vers l'activité ou vers la substance pour remonter le niveau de dopamine à un niveau normal. Donc justement, on va plus chercher à faire l'activité pour la recherche de plaisir, mais juste pour soulager un état de mal-être. Et donc je pense que ce critère, il est vraiment intéressant à partir du moment où on rentre dans une motivation qui est négative, c'est-à-dire je fais plus cet effort pour quelque chose de positif, je fais cet effort pour soulager et éviter quelque chose de négatif. C'est super intéressant, c'était ma question suivante. Juste pour clarifier quelque chose que tu as dit, ou juste revenir sur quelque chose que tu as dit que je trouve ultra important et que peut-être les auditeurs doivent garder en tête. Tu as dit, quand on est addict au sport, c'est pas le fonctionnement normal de la motivation, par exemple, qui est poussé au max de l'axe de « je suis ultra motivé pour le sport ». C'est pas le maximum d'un continuum. C'est qu'on rentre dans un fonctionnement qui est différent et qui est pathologique. Et ça, c'est quand même super important, je trouve, comme conclusion. Tu viens de dire quelque chose que j'aime bien, mais c'est parce que je pense, dans mes travaux de recherche à l'époque, j'avais travaillé dessus, sur l'approche évitement, la motivation qui peut être aller vers quelque chose ou à l'encontre de quelque chose. Tu peux juste revenir là-dessus, parce que dans les études que j'ai vulgarisées, on parle d'addiction, de dopamine qui joue un rôle de plaisir, de renforcement positif ou d'évitement d'un manque. Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer ça rapidement ? Oui, on pense souvent à la dopamine pour aller vers le plaisir, mais c'est aussi pour éviter les choses négatives. En fait, c'est vraiment ce qui va nous permettre de nous adapter à notre environnement. Et la dopamine a plusieurs signaux, elle rentre dans plusieurs processus qui sont très complexes, mais pour faire simple, il y a 2 types de signaux dopaminergiques. Elle va encoder la science déjà. Donc, quand on a un événement qui arrive, est-ce que cet événement, il est pertinent biologiquement pour nous ? Est-ce qu'il est important ou pas ? Et elle va coder un petit peu cette intensité, ce qui va plutôt nous amener à augmenter notre intérêt, notre éveil pour cette activité. Et après, elle va aussi donner une couleur à cet
événement. On va parler de valence. Est-ce que cette valence, elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? À savoir, est-ce que du coup, il va falloir qu'on s'engage de nouveau pour aller vers cette activité ou qu'on s'engage pour éviter cette activité ou cet événement? Donc, elle va être vraiment au centre de tous ces processus-là. C'est intéressant, là tu me replonges à fond dans les travaux de recherche que j'ai menés où justement j'avais des tâches d'approche évitement, à quel point est-ce que les personnes approchent facilement certains stimuli ou pas. Bref, c'est au cœur des addictions, hein. Et d'ailleurs, la dopamine, elle est essentielle pour tout ce qui est processus de conditionnement. Certaines théories de l'addiction sont vraiment très behavioristes sur le conditionnement, et il y a vraiment des processus de conditionnement où les stimuli vont justement activer un certain désir, et dans la course à pied, on voit vraiment des fois des choses rigolotes de personnes qui sont très engagées, qui voient un petit single alors qu'elles sont en train de conduire en voiture et qu'elles se disent je vais revenir là, ou ouais là j'ai fait une grosse course, j'ai une semaine ou 2 semaines où je reste calme. Je pense que toi en tant que coach tu le vois aussi, puis finalement la personne elle va s'engager et puis elle va dire ah mais j'ai vu quelqu'un courir, ça m'a donné envie, et ça va déclencher ce qu'on appelle le craving. Donc voilà, ça c'est des processus de conditionnement où voilà. J'ai un petit souvenir là de suite qui me vient en tête de prendre l'autoroute qui sortait de Grenoble et de voir les frontales de l'UT4M dans les montagnes de Chartreuse. Et ça, c'est vrai que ça fait quand même un petit quelque chose. Il y a un petit côté, ouais, j'aimerais bien y être. Donc c'est de l'approche, c'est de la motivation à l'approche. Il y a peut-être une petite stimulation dopaminergique. Sûrement. À ce moment-là. Peut-être petite, parce que je pense pas être dans le côté addict, mais n'empêche que je peux avoir le circuit qui s'active. Exactement, ce qui est pas forcément anormal. Mais c'est juste que t'es déjà circuité pour ça, et voilà. Avant de continuer sur le sujet avec Sébastien, j'aimerais vous parler de Wise, partenaire de la saison 2 du podcast Courir Mieux. Wise, c'est un équipementier spécialisé dans le matériel de trail et d'ultra trail, avec aux manettes des passionnés et pratiquants qui cherchent chaque jour à développer des produits innovants, durables et fiables qui répondent à nos besoins sur les sentiers. Au moment où cet épisode est publié, les températures ont chuté et il y a beaucoup d'entraînements qui se font dans le froid. Aussi, je vous invite à découvrir une des vestes chaudes de Wise, la Nano Shell. Elle pèse 160 grammes, elle est compacte et légère et possède des parties thermiques en mérinos qui sont positionnées à des zones clés. Associée à une première couche chaude, j'ai le sentiment qu'elle est idéale pour de nombreuses situations hivernales. En tout cas, c'est comme ça que je l'utilise. Pour découvrir la Nano Shell, je vous invite à utiliser le lien en description de l'épisode. Et maintenant, revenons à ma discussion avec Sébastien, parce que j'aimerais qu'il nous parle du runner's high. J'ai vu un terme passer dans la littérature, mais je crois que tu ne le connaissais pas, mais je pense qu'on peut en parler parce que ce que tu m'as dit là-dessus, ça me paraissait intéressant. Le runner's high, qui serait un mélange de dopamine, endorphine, endocannabinoïdes. Est-ce que ce mélange de molécules, il peut expliquer pourquoi le sport peut devenir addictif, cette espèce de cocktail runner's high? Oui, alors j'en avais pas entendu parler, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que ça rejoint un petit peu ce que tu disais au début, où tu disais même une addiction comportementale, quelque part peut-être une recherche de produits, puisque finalement en fait les drogues d'abus qui vont conduire à des addictions, elles le sont parce qu'elles vont stimuler justement la libération d'un certain nombre de neurotransmetteurs qui va être différent un petit peu selon la drogue. Et donc finalement de se dire qu'une activité va activer le même circuit et induire la libération des mêmes substances, ça pourrait expliquer pourquoi on va développer des addictions. Mais moi, je suis quand même assez prudent par rapport à ça, puisque on a par exemple au départ associé dopamine et addiction en disant les drogues d'abus, elles libèrent de la dopamine. Donc c'est pour ça que c'est de l'addiction en fait. C'est parce qu'on libère de la dopamine. Mais en fait, toute activité plaisante, on l'a vu, ou même déplaisante, va activer le circuit et va recruter le circuit dopaminergique. Alors, on parlait d'activation extra-physiologique, comme dans le cas des amphétamines ou de la cocaïne, mais par exemple, avec l'alcool ou le cannabis, la libération de dopamine, elle n'est pas plus forte que ce que l'on va observer avec la nourriture, le sexe ou une activité sportive. Donc on est sur une libération qui est physiologique. Donc je reste prudent avec le côté de runner's high, puisque peut-être que tout ce qui est libéré est juste normal. C'est juste que quand on libère tout ça, c'est un petit peu une voie d'entrée vers l'addiction. C'est un petit peu le cheval de Troie. C'est les choses qui vont nous inciter à nous engager de nouveau dans l'activité et peut-être nous amener à terme à nous engager fortement, voire à perdre le contrôle en fonction de nos vulnérabilités. Mais ce processus en soi, de mon point de vue, il n'est pas forcément anormal. Donc, l'addiction, c'est pas ça. Une dernière question que je voudrais te poser là-dessus, avant qu'on parle un petit peu peut-être de prévention, éventuellement.
Si je te demande de résumer peut-être là, toi, avec les connaissances que tu as en main et la littérature qu'on a en main aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'à un comportement égal, donc à stimulation égale, à volume d'entraînement égal par exemple, certains athlètes vont basculer dans une pratique qui est compulsive, qui est excessive, qui est addictive, et d'autres, non, ils sont plutôt protégés. Selon toi, c'est quoi aujourd'hui les grandes différences entre ces individus ? Ouais, alors je suis chercheur, je suis pas médecin, donc je vais dire ça juste avec les connaissances que j'ai et le travail que j'ai pu faire en interviewant aussi des personnes, en échangeant avec pas mal de cliniciens. Mais je pense que c'est par rapport à la motivation sous-jacente. Clairement, et puis par rapport à mes travaux aussi, hein, c'est des choses que l'on voit. Ça dépend vraiment de la motivation qui nous drive, c'est-à-dire qu'on peut avoir le même comportement, donc en gros le même résultat comportemental, mais ça ne veut pas dire que les processus sous-jacents qui vont amener à ce comportement-là sont les mêmes. Donc je pense qu'il faut vraiment se poser la question du pourquoi. Ça va aussi vraiment dépendre du contexte dans lequel on est. Est-ce que c'est un contexte qui est protecteur ou non? Clairement, un des critères principaux aussi de l'addiction, c'est la notion de choix, c'est-à-dire qu'on va faire l'activité au détriment du reste aussi, au détriment de toutes les autres activités. Donc est-ce qu'on a que cette passion, ou est-ce qu'on a aussi d'autres choses dans notre vie et ça prend pas toute la place. Donc voilà. Un exemple tout simple, c'est par exemple un élite qui va s'entraîner 20 heures. Les gens vont dire « Oh là là, mais il s'entraîne trop, c'est excessif. » Mais c'est son travail, en fait. Donc 20 heures pour lui, il a plein de temps. D'ailleurs, voilà, dans tes interviews, ils prennent souvent du temps pour récupérer. Voilà. Alors qu'un amateur qui a un travail à côté, une vie dense, s'entraîner 20 heures, c'est sûrement problématique. Ça a un impact plus important sur sa vie. Donc si on regarde juste le volume, ils ont le même volume d'entraînement, mais pour l'un, ce volume-là, il est complètement adapté à sa vie. Pour l'autre, il est inadapté. Donc, il y a peut-être un risque d'addiction, finalement, dans cet exemple-là, plus important pour l'amateur que pour l'élite. Et petite question, juste pour terminer là-dessus, est-ce que, selon toi, on peut penser, il est crédible de penser que des individus qui, par exemple, développent une addiction au sport, donc les 5% dont on parlait, qui seraient vraiment diagnostiqués à la louche, hein, est-ce qu'on peut penser que ces personnes-là ont développé cette addiction au sport, mais en fait, elles avaient des prédispositions qui les auraient amenées à développer en fait peut-être une autre addiction, n'importe quoi, parce que c'est des personnes qui, de manière générale, avaient juste des prédispositions à l'addiction? Sûrement. On n'en a pas la preuve absolue, mais clairement, oui, on voit qu'avec le même degré d'exposition, les trajectoires sont très différentes. Donc, si ça n'avait pas été le sport, ça aurait pu être une autre forme d'addiction. C'est crédible, oui. Je te propose qu'on va doucement arriver à la fin de cette partie tout public, on va dire. Je voudrais faire un crochet quand même par comment est-ce qu'on peut prévenir cette addiction au sport. Selon toi, aujourd'hui, qu'est-ce que les auditeurs doivent garder en tête pour éviter de tomber dans cette situation? Est-ce que, par exemple, ils doivent utiliser le questionnaire de screening qu'on a dit, qui permet déjà d'avoir une idée? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prévenir et ne pas tomber là-dedans? Ouais, je pense qu'il y a pas forcément besoin d'aller jusqu'à ces questionnaires, parce qu'ils peuvent même être un petit peu alarmants. Je pense que vraiment, il faut se poser la question de pourquoi on court et se la rappeler régulièrement. Parce que il y a des moments dans notre vie qui sont plus difficiles que d'autres. On peut courir pour une certaine motivation une année et pour une autre année. Donc je pense que ça c'est important. Se questionner sur sa pratique. Est-ce que je suis capable d'arrêter après un long effort? Voilà, moi j'aime bien en fin d'année typiquement couper 2 semaines sans courir du tout, voire même sans activité. Vers l'approche de Noël, et j'aime bien m'étudier à ce moment-là, c'est-à-dire est-ce que je ressens du manque, est-ce que je suis anxieux, est-ce que je suis frustré de ne pas aller courir, ou au contraire je me dis j'étais engagé dans cette activité toute l'année, ça fait du bien de pas avoir à planifier mes entraînements, etc. Et donc ça, je pense que c'est un indicateur qui est déjà intéressant. Et puis après, c'est l'accompagnement, c'est être encadré, notamment lorsqu'on fait de l'ultra-endurance. Je pense que c'est important d'avoir un regard extérieur, choix des gens autour de soi, parce que ça a un impact pour la famille en général. Donc ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui te dit à un moment là, tu es en train d'exagérer, tu passes trop de temps dans ta pratique, voilà. Ou un coach.
Moi, quand j'ai commencé à faire du long, j'ai pris du coaching et ça m'aide à cadrer. En fait, je fais moins de volume que si je n'avais personne, je pense. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont importants, je pense. En tant que coach, c'est une situation compliquée. J'ai déjà dû dire à des athlètes, là c'est trop, là c'est beaucoup plus que ce que moi j'ai prévu, comment ça se fait, ou là, l'enchaînement des compétitions, t'es vraiment sûr. C'est compliqué et pour l'instant, moi j'ai pas trouvé de solution à comment amener la personne à prendre la décision de vraiment faire moins, parce que je suis un coach, c'est un conseil au final, et c'est pas un décisionnaire, donc des fois c'est compliqué, ouais. Ouais, mais en tout cas, ça fait garde-fou. Tu lui donnes un retour et à elle de prendre ce conseil ou pas, mais elle devrait être interpellée si la personne qui l'encadre lui dit là, clairement, tu en fais trop. Est-ce que tu penses, pour boucler avec un truc que tu as dit plus tôt, enfin plusieurs choses que tu as dit plus tôt dans l'épisode, est-ce que tu penses que le maintien du plaisir dans l'activité, c'est également quelque chose qui peut nous alerter? Je m'entraîne, même si des fois il y a des séances difficiles, ça arrive qu'il y ait des séances où c'est pas plaisant. Celle-là, elle passe mal. Je pense que ça arrive une fois par semaine d'avoir une séance qui passe pas bien. Mais de manière générale, se dire je prends toujours du plaisir dans ma pratique ou pas, est-ce que ça, c'est un indicateur? Alors complètement, tu fais bien de me le rappeler, je l'ai complètement oublié alors que c'est central, c'est est-ce que je prends du plaisir dans l'entraînement, est-ce que je le vis, ou alors est-ce que je le vis comme une contrainte, oh là, il faut encore que j'aille m'entraîner. Alors c'est sûr qu'en période de forte charge, comme tu dis, il y a des moments où on a mal, où on n'a pas envie d'en faire quelques-uns parce que là, ça commence à être beaucoup. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la différence entre conduite addictive et addiction. J'allais te dire, je viens de me rendre compte qu'on a oublié un bout, mais vas-y. Et ouais, la notion de plaisir, elle est vraiment centrale. En dehors des compétitions, j'adore m'entraîner. Je prends du plaisir, j'ai envie d'aller faire mes séances. Les périodes où je sens que ça commence à tirer et où j'y vais à reculons, c'est pas bon signe. Donc faut pas se forcer dans ce cas-là. Faut pas se forcer et se dire oui, mais alors sauf si on est à l'approche d'un objectif et que c'est quelque chose qui est normal. Mais si ça perdure, à un moment se dire mais là si j'ai plus envie de m'engager dans l'activité, pourquoi te forcer quoi? Surtout que lorsqu'on est amateur, on fait quand même ça pour le plaisir. Voilà, la performance, elle est uniquement par rapport à nous-mêmes. Enfin voilà, on va jamais faire des trucs exceptionnels. Donc voilà, il faut relativiser tout ça. Et on revient à ces notions de passion harmonieuse et de passion obsessionnelle. C'est là où si on est dans une passion harmonieuse, on va être capable de ralentir, de passer à autre chose ou de remplacer sa séance d'intensité peut-être par une randonnée à la montagne quand on a la chance d'habiter à Grenoble typiquement, ou d'aller faire un tour de vélo tranquille parce qu'on veut rechercher le plaisir avant tout. Ou par une autre activité qui est plaisante. Ou par une autre activité plaisante, rien à voir. J'aime lire, j'aime jouer aux jeux vidéo. Exactement, je veux aller au ciné, je vais changer. Alors que si on est dans la passion obsessionnelle, on va être tellement rigide qu'on va perpétuer ce comportement. Et là, le risque d'addiction, il est important. Et avant, de toute façon, le risque de se blesser qui peut révéler souvent des addictions d'ailleurs. Je vais revenir du coup sur ce qu'on a oublié. Je prends un exemple personnel. Avant l'échappée belle que j'ai couru là il y a pas longtemps, il se passe quand même un mois, 3 semaines où c'est obsessionnel. Enfin, je sais pas si c'est obsessionnel, mais oui, je pense énormément à ça. Ça fait 1 an que je m'entraîne pour cette course. Je vais mettre de côté ma vie sociale. Je vais pas dire oui à un apéro ou quoi cette semaine ou 2 pendant 2 semaines parce que mon objectif est là. Du coup, ça ressemble quand même à des choses d'addiction qu'on a discuté. Est-ce que c'est addictif ou est-ce que non, il y a quand même une modération à mettre dans ce que je viens de dire? Complètement, il y a un critère essentiel qu'on oublie dans les addictions, c'est la durée du comportement. Et dans les critères diagnostiques, que ce soit le DSM, donc le manuel diagnostique de l'American Psychological Association, ou la CIM pour l'OMS, il faut que ces comportements soient observés pendant une période d'au moins 1 an. Voilà, parce que en effet, il y a des moments dans notre vie où on est très engagé dans une activité. Ça peut être pour le travail, on a un projet important, on va moins dormir la nuit, on va pas aller à des repas de famille, on va délaisser un petit peu notre vie de famille en s'engageant moins avec les enfants parce qu'on a un objectif important à un moment donné. Ça, c'est pas un problème si on est capable de l'arrêter. Et donc c'est pareil, quand on part dans de l'ultra, c'est des objectifs qui sont importants. Ça demande énormément de préparation pour la plupart des gens, et beaucoup de gens d'ailleurs qui arrivent
pas assez préparé. Et donc forcément, oui, comme tu l'expliquais, à l'approche d'un objectif important comme une échappée belle qui est très très dure, forcément tu vas pas t'amuser à boire de l'alcool, tu vas être très concentré sur ton entraînement, tu vas éviter tout ce qui va pouvoir te parasiter, tu te prépares psychologiquement. Voilà, donc ça c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est si après ton échappée belle, tu persiste dans ces comportements-là, si très vite tu veux te réengager dans une activité. Voilà, c'est le problème, il est là. Il n'est pas d'avoir une conduite addictive. C'est des comportements qui peuvent s'apparenter à de l'addiction, mais sur une courte durée. Voilà, ça, c'est normal. Par contre, ça veut dire que dans ces moments-là, on est à risque de développer une addiction. Donc, c'est quand même bien de l'avoir en tête. Ça me fait penser à la distinction conduite dopante et dopage. Là, on a la conduite addictive qui va ressembler à de l'addiction, mais comme c'est une courte période, par exemple, et que c'est dans un cadre très spécifique, ça dure pas longtemps, c'est pas une addiction. Et addiction, par contre, c'est plus grave et c'est sur la durée. Ouais. Je pense notamment à l'étude de Rémi qui avait été faite dans le cadre de l'Ultra Trail scientifique de Clécy, où justement, en utilisant les échelles de dépendance au sport, en fait, il y avait je crois qu'il y avait moins de, je sais plus les chiffres, je veux pas dire de bêtises, mais il y avait moins de 10% en gros de gens qui étaient scorés addicts au sport, mais par contre, il y en avait peut-être 40 ou 50% qui étaient borderline, mais parce que forcément, ils s'étaient engagés dans ce type de comportement. Avant un ultra. Voilà. Je te propose une dernière question avant de passer à la rubrique, de clôturer cette partie tout public et de passer à la partie Patreon. Là, c'est la rubrique Gollum. Gollum, c'est un partenaire de la saison 2 du podcast Courir Mieux et on propose à chaque épisode une question des abonnés. J'en ai sélectionné une ou deux, mais je les trouve assez proches. La question, c'est... non, en fait, une seule, l'autre, on l'a abordée. La question que j'ai sélectionnée, c'est est-ce qu'on est addict au sport de manière générale ou est-ce qu'on va être addict à un sport en particulier très spécifique et du coup, un des moyens de s'en sortir, c'est peut-être de changer de sport ou... Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus ? Alors, c'est une bonne question. Je suis pas sûr de pouvoir répondre, mais je pense qu'on va chercher un sport qui est lié à notre problématique, comme on va prendre une drogue qui est liée à notre problématique. Il peut avoir des transferts, mais lorsqu'on est addict à l'alcool, par exemple, on va pas forcément être addict à la cocaïne. Voilà. Par contre, on va peut-être pouvoir tomber à l'addiction aux opiacés. Je pense que c'est un petit peu pareil. En fonction de notre motivation, on va pas être addict au même sport. J'imagine que quelqu'un qui développe une addiction pour le sport d'endurance, il va pas forcément être addict à la musculation. Voilà. On parle souvent de bigorexie, par exemple. La bigorexie, c'est quand même quelque chose de spécifique par rapport au culte du corps, à la physionomie, etc. L'endurance, on va peut-être rechercher une autre forme d'addiction lié plus à l'épuisement, j'en sais rien. Donc oui, je pense qu'on peut pas transférer l'addiction à tous les sports. Ok, super intéressant. Et d'ailleurs, je pense qu'une partie de ta réponse se trouve dans le fait qu'il y a une échelle que j'ai vue passer, mais qui est très peu utilisée, mais qui était la running addiction, machin, oui, j'ai vu spécifique ça au running. Ouais. Et du coup, s'il y a une échelle spécifique au running et pas au sport, c'est peut-être qu'il y a des caractéristiques dans un sport qui sont différentes d'autres sports et donc c'est des addictions différentes. Voilà, complètement. On a tendance à dire toutes les addictions, elles ont des mécanismes communs, c'est vrai, mais elles ont aussi des particularités. Maintenant, lorsqu'on a été addict à un sport, ça veut dire qu'on a quand même une fragilité et que le risque de replonger dans une autre activité sportive de façon excessive, elle va quand même être importante. Donc voilà, et on va avoir tendance à aller vers des activités qui vont alimenter cette fragilité. Donc voilà. Ça soulève la question de comment est-ce qu'on se sort d'une addiction, qu'on va aborder dans la partie Patreon. Pour tout le monde, je te propose qu'on arrête les questions ici. Je te remercie énormément pour tout ce que tu as apporté. Il y avait quand même plein de questions et plein de réponses passionnantes. Et merci beaucoup. Je te remercie pour ces questions et de m'avoir donné la parole. Très intéressante pour moi aussi. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode sur l'addiction au trail. Je remercie tout d'abord For Endurance, partenaire de cette saison 2 du podcast Courir Mieux.
For Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques pour les sports d'endurance et la plupart sont composés en respectant la littérature scientifique. Cette semaine et jusqu'au 1er décembre, For Endurance fait son Black Friday. C'est ses plus grosses promotions de l'année et tous mes produits préférés comme les Gel for Energy et Endurance ainsi que les boissons et les gommes sont concernés. Donc c'est peut-être le moment de faire le plein de nutrition sportive avec ce que je considère être parmi les meilleurs produits du marché. Et en plus de ça, vous pouvez également profiter de moins 10% supplémentaires avec le code Cyril10 que vous retrouverez en description. Je remercie également les 3 autres partenaires de cette saison 2, à savoir Gollum, Suunto et Wise. En description, vous trouverez également des codes promo pour la plupart d'entre eux. N'hésitez pas à les utiliser pour vos prochaines commandes. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez rejoindre le Patreon de Courir Mieux pour par exemple avoir accès à mon échange exclusif avec Sébastien, où on parle entre autres du mythe de l'addiction au sucre, de comment on guérit d'une addiction au sport et de comment reprendre après une période marquée par celle-ci. Tous les contenus exclusifs sont disponibles avec un abonnement à 7€ par mois et 6€ par mois avec un abonnement annuel. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Et c'est un bon moyen de soutenir le média, de faire de la veille scientifique et d'avoir accès à des contenus exclusifs. La semaine prochaine, on se retrouve pour un Scientific Day sur l'hypoglycémie à l'effort et comment l'éviter. Avec en plus quelques débunkages comme l'hypoglycémie réactionnelle ou encore la suprématie des index glycémiques bas pendant l'exercice. D'ici là, n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.